Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Journal sur For You Télévision. Au sommaire ce soir, ONU drame de Melilla, l'Espagne et le Maroc au banc des accusés. En effet, après la mort de plus de 30 personnes à la frontière espagnole, alors qu'elles essayaient de pénétrer le pays, l'Organisation des Nations Unies a taxé d'usage excessif de la violence les tentatives de répression des forces de police marocaines et espagnoles. L'ONU promet donc une enquête approfondie. Dans le même temps, l'Union africaine, elle, réclame la justice pour les disparus. Des détails dans ce journal. Au Mali, CEDEAO, Assimi Goïta réajuste son programme de transition. Le président est décidé à démontrer sa volonté de restaurer l'ordre constitutionnel au Mali. Après la promulgation de la loi électorale, le colonel Assimi Goïta dévoile un chronogramme qui prévoit un référendum en 2023, des élections territoriales en juin et des élections législatives en octobre et en novembre de la même année. L'élection présidentielle, elle aura lieu en février 2024. Une feuille de route claire qui intervient après la visite du médiateur de la CEDEAO la semaine dernière au Mali et un peu avant le sommet de la CEDEAO à Accra le 3 juillet prochain. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur For You Télévision. Une fois de plus, on démarre avec l'actualité dans le pays malien où Assimi Goïta, le président de transition, je vous l'annonçais en titre, après avoir promulgué la nouvelle loi électorale, propose un chronogramme de la transition. Il s'agit d'un référendum en mars 2023, suivi d'élections territoriales en juin, des législatives en octobre et en novembre de la même année. Un réajustement qui, bien sûr, intervient après la visite du médiateur de la CEDEAO au Mali et un peu avant le prochain sommet à Accra. Plus de détails, c'est avec vous dans ce reportage Foot dédié. À quelques jours du sommet capital des chefs de l'État de la CEDEAO et plus de 4 mois après la fin réglementaire de la transition, le gouvernement malien s'est enfin décidé à proposer un chronogramme clair aux Maliens. Un premier calendrier pour les élections au Mali a donc été discuté lors d'une réunion le mardi 28 juin au centre de formation des collectivités territoriales à Bamako. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, accompagné du ministre de la refondation Ibrahim Ikassa Maïga et de la ministre déléguée auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Diko, ont donc présenté aux partis politiques le nouveau chronogramme décliné par l'exécutif. De sources bien introduites, le chronogramme prévoit un référendum en mars 2023. Pour l'élection présidentielle, le collège électoral sera convoqué en octobre 2023 et les premiers et second tours de l'élection présidentielle sont prévus en février 2024. Les premiers et second tours des élections des députés à l'Assemblée nationale sont prévus en octobre et novembre 2023 et les élections pour les conseillers des collectivités territoriales sont plutôt prévues pour juin 2023. La tenue de ces élections, selon le gouvernement, doit précéder l'opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections et la réorganisation territoriale. Ce calendrier, qui n'est qu'une proposition, est donc la dernière mesure prise par Bamako avant le sommet ordinaire de la CEDEAO, prévu le 3 juillet à Accra, où la CEDEAO devrait y décider de maintenir ou de lever les sanctions commerciales et financières imposées le 9 janvier dernier au Mali. Rappelons que l'organisation sous-régionale attendait depuis longtemps que les militaires au pouvoir présentent un calendrier de transition raisonnable en vue d'un rapide retour des civils au pouvoir. Mais au début de ce mois de juin, le colonel Assimi Goïta a unilatéralement prolongé la transition de 2 ans, soit jusqu'à mars 2024. Et si la CEDEAO a regretté cette mesure prise en pleine négociation, cela n'a pas empêché à M. Goïta de poursuivre sa logique. De Melilla, l'ONU a taxé les interventions de l'Espagne et du Maroc d'usage excessif de la violence. Et pendant que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez prend la défense des forces de police marocaines et espagnoles, eh bien l'Union africaine, elle réclame justice pour les migrants disparus et l'ONU promet une enquête approfondie. Retour au cœur de ce ping-pong dramatique avec vous dans ce reportage Kwetu.
Le Maroc et l'Espagne ont eu recours à un usage excessif de la force contre les migrants dans le drame survenu le 24 juin à Melilla. C'est ce qui ressort d'un communiqué du porte-parole du secrétaire général de l'ONU le mardi 28 juin. Selon Stéphane Dujarric, les Nations Unies sont témoins d'un usage excessif de la violence des deux côtés de la frontière. Et ce drame, qui selon les autorités marocaines ont coûté la vie à 23 migrants et blessé 140 policiers, doit faire l'objet d'une enquête de l'ONU. Cette sortie des Nations Unies intervient quelques jours après celle de l'Union africaine qui, elle, avait dénoncé le traitement violent et dégradant de migrants africains. Des propos du chef de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui déjà interpellait les Nations Unies dans un tweet le 26 juin. J'appelle à une enquête immédiate sur cette affaire et rappelle à tous les pays leur obligation au terme de la loi internationale à traiter tous les migrants avec dignité et à faire porter leurs priorités sur leur sécurité et leurs droits humains. Avait-il tweeté? La majorité des victimes provenant d'Afrique subsaharienne ont trouvé la mort dans des bousculades et chute de la clôture de fer qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain. Melilla, habitué des coups de force des migrants, est avec Ceuta l'une des deux seules frontières terrestres entre l'Union européenne et le continent africain. Escale en Côte d'Ivoire à présent, où endettement public, trafic de drogue, orpaillage clandestin et même effondrement étaient au parfum d'une interpellation du parti politique du Parti démocrate de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Lors d'une conférence de presse, le parti fondé en 1946 a invité le pouvoir en place à réagir immédiatement face à une telle situation. Détail avec notre correspondant Gabar à Abidjan. Le PDCI-RDA, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, a animé une conférence de presse pour se prononcer sur les derniers développements de l'actualité sociopolitique, notamment l'endettement, le trafic de drogue, l'orpaillage clandestin, l'effondrement d'immeubles à Abidjan, la cherté de la vie, l'éducation nationale et bien d'autres sujets pour interpeller le pouvoir en place, mais surtout éclairer ses militants sur la posture prise lors des élections du président de l'Assemblée nationale le 7 juin dernier. Le PDCI-RDA et ses alliés à l'Assemblée nationale qui constituent l'opposition significative n'ont pas jugé opportun dans ce contexte actuel de présenter un candidat. Ensemble, l'opposition a soutenu le candidat du RHDP qui a été de ce fait élu presque à l'unanimité. Mesdames et messieurs, fort des leçons tirées de ces récentes expériences et du dialogue permanent à la base et dans les instances du parti, le président du parti s'engage donc résolument dans la poursuite des réformes qui permettront de mieux nous armer et gagner les batailles futures. En effet, au cours de cette conférence de presse, Bredoumi Soumaïla, le porte-parole du PDCI, a pointé du doigt le niveau réel des élèves du primaire car plusieurs écoles primaires ont obtenu des résultats nuls à l'entrée en 6e. Puis, estime le conférencier qu'au niveau de l'enseignement supérieur, les choses sont encore plus sombres. Selon lui, le niveau des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a été longtemps masqué par de faux chiffres. Le niveau de nos élèves dans les primaires a été longtemps masqué par de faux chiffres. Selon le diagnostic du PND de notre pays, le nombre d'années de formation des Ivoiriens est de 6,3. On voit donc qu'en moyenne, les Ivoiriens sortent plus vite du système éducatif que les pays émergents auxquels nous voulons nous comparer. Au niveau de l'enseignement supérieur, les choses sont encore plus sombres. Aucune de nos universités ne figure parmi les 100 premières en Afrique. Aucune. Il est convaincu que le retour du PDCI au pouvoir améliorera la vie des Ivoiriens. Cependant, le conférencier reconnaît qu'au contexte national difficile s'adjoignent depuis un moment l'accentuation de la crise sécuritaire et la menace djihadiste aux frontières ivoiriennes. Admission du Gabon au sein du Commonwealth. Dans un discours le 28 juillet 2022, Ali Bongo, le président de la République, a salué cette adhésion en relevant que c'était une opportunité pour le pays gabonais. Un retour sur cette actualité avec vous, Eboké Angale. Gabonaises, Gabonais, mes très chers compatriotes,
We made it. Cette expression en langue anglaise signifie « nous y sommes arrivés ». Parti du postulat selon lequel l'anglais est la langue la mieux parlée du monde et par ricochet, la langue des affaires, le président Ali Bongo Ondimba s'est appuyé sur ces éléments pour solliciter l'entrée du Gabon dans le Commonwealth. L'adhésion du Gabon au Commonwealth est aussi et avant tout une opportunité sur le plan économique. Notre pays est mieux placé pour attirer des investisseurs internationaux dans des secteurs toujours plus diversifiés. L'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Elle est la langue des affaires. Laquelle adhésion qui lui confère des avantages sur plusieurs domaines tels que celui du social, économique, culturel et diplomatique. Pour nous Gabonais, l'adhésion au Commonwealth signifie à terme plus d'emplois créés, plus de richesses distribuées. Sur le plan diplomatique, l'adhésion au Commonwealth permet à notre pays de poursuivre sa politique de rayonnement sur la scène internationale et de diversification de partenariats. Fort de tous ces points positifs susmentionnés, le Gabon trouvera une part belle non seulement en tant que nouvelle destination pour les investisseurs d'envergure, mais surtout repositionner le Gabon sur la vitrine de l'échiquier international. Cette adhésion au Commonwealth est de nature à conforter notre position déjà forte sur la scène internationale. Elle nous permettra d'être encore plus respectés et il y a de quoi. Au Cameroun, à présent, c'était l'âge d'or le 28 juin 2022 pour l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. À la cérémonie, le ministre Lejeune Mbela Mbela représentait le chef de l'État. Il a d'ailleurs, durant cette cérémonie, salué les œuvres abattues par l'Institut en ce qui concerne la formation et les recherches. Tiama pour reportage. Lieu du savoir, cette bâtisse avec 500 places dans un campus universitaire à Yaoundé, entièrement rénové, a accueilli le représentant du chef de l'État, le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, l'un des fruits de cette brillante école. Il ne choque à personne que l'État a vu le jour le 24 avril 1971. Le Cameroun avait jugé opportun de faire former son personnel diplomatique en tenant compte de son identité, de ses valeurs, de ses centres d'intérêt, de son pluralisme linguistique et culturel. Au cours de cette cérémonie, 4 discours ont été prononcés dans le but de montrer le rôle majeur qu'a joué l'IRIC dans la recherche et la formation des ressources humaines au cours de ces 50 dernières années. Le cinquantenaire passé, le bilan peut être considéré positif, en faisant état de plus de 10 000 diplômés, soit un peu plus de 7 000 diplomates et près de 3 000 experts dans les métiers de l'international. Un moment solennel qui a été rehaussé avec la présence du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michel Moussa Adamou, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou, certains membres du gouvernement, les chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités à Yaoundé, le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, et le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Mikwaché. Cette journée, qui a marqué les 50 ans de l'IRIC, s'est achevée par la visite du village du cinquantenaire et le dévoilement du monument créé pour cette occasion. En Égypte, la condamnation à mort d'un homme crée l'indignation dans le pays. En effet, le nommé Mohamed Adel a été rendu coupable de meurtre avec préméditation sur une jeune femme par le tribunal de Mansoura. Je vous propose plus de détails sur cette affaire dans cet élément signé P. Coupable de meurtre avec préméditation, tel est le verdict du tribunal égyptien qui a condamné à mort, mardi 28 juin 2022, Mohamed Adel, le meurtrier de l'étudiante Naïra Ashraf qui refusait ses avances. La semaine dernière, une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montrait l'étudiante être poignardée devant son université à Mansoura, à 150 mètres au nord du Caire.
L'affaire a été suivie en Égypte et au-delà, car quelques jours après, une autre étudiante jordanienne nommée Iman Ershid était tuée par balle à Amman par un jeune homme pour les mêmes raisons. L'auteur de ce dernier meurtre s'est suicidé alors que de nombreux internautes égyptiens et jordaniens sur les réseaux sociaux réclamaient la peine capitale pour ce crime. Ces derniers jours, un autre féminicide a fait grand bruit dans le pays du Caire. Il s'agit de l'arrestation d'un magistrat suspecté du meurtre de son épouse, la journaliste Shaima Gamal. Le corps de la journaliste avait été retrouvé à la suite du témoignage d'une personne ayant avoué sa participation au crime près de 3 semaines après que son mari a signalé sa disparition. En mars, c'est un adolescent qui avait été condamné à 5 ans de prison avec sursis par la justice après le suicide d'une lycéenne qu'il faisait chanter en publiant des photomontages dénudés d'elle sur les réseaux sociaux. En Égypte, si les femmes ont le droit de voter depuis 1956, elles restent néanmoins soumises à une législation patriarcale vieille d'un siècle et sont les premières victimes, selon les féministes, de la propagation d'un islam rigoriste associé à l'enracinement du conservatisme. Merci P. À présent au Burkina Faso, 8 morts ont été enregistrés lors d'une attaque durant une cérémonie de baptême. Les autorités burkinabées pointent des œuvres djihadistes, même si cette attaque n'a toujours pas été revendiquée. Retour sur les faits dans cet élément. Signé Ntiama. Sandiaga, localité située dans la province du Koulpologo, plus précisément à l'est du Burkina Faso, a subi une attaque terroriste qui a fait 8 morts parmi les populations civiles le lundi 27 juin dernier. Selon une source sécuritaire présente sur les lieux, les victimes assistaient à une cérémonie de baptême lorsque des individus armés ont fait irruption sur les lieux, tirant sur plusieurs personnes. La veille, 2 autres incidents meurtriers ont également eu lieu à Boulonga et Alga, 2 localités situées dans la province du Bam. Il s'agirait des charrettes transportant des femmes qui ont sauté sur des engins explosifs, faisant 6 morts et 2 blessés, selon toujours des sources présentes sur les lieux. Selon Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement burkinabé, ces attaques terroristes se multiplient du fait de la montée en puissance de l'armée burkinabé et de la nouvelle stratégie mise en place depuis 1 an et demi. Suite à cette recrudescence des attaques, le 20 juin 2022, l'armée burkinabé a décidé de la création de 2 zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite. L'une dans la province du Soum frontalière avec le nord du Mali et l'autre qui regroupe des réserves protégées entre Pama et le parc W situé dans l'est du pays, réputés pour être des repères de djihadistes. Tout ceci, c'est pour contre-attaquer et protéger la population de ces djihadistes. Rappelons que le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des mouvements armés djihadistes qui ont fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés. 29 personnes ont été mises aux arrêts alors qu'elles manifestaient contre la vie chère à Accra. La scène se déroule le 28 juin 2022. Ceci après avoir été dispersées par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Eba Moutouf nous plonge dans cette actualité ghanéenne. La population ghanéenne est sortie en masse le mardi 28 juin 2022 pour exprimer son ras-le-bol face à la flambée des prix, notamment des denrées de première nécessité. Ils étaient des centaines de citoyens à arpenter les rues de la capitale Accra, scandant des slogans de protestation et brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Monsieur le Président, où avons-nous fait fausse route? Le coût élevé de la vie va nous tuer. » En milieu d'après-midi, une centaine de manifestants ont tenté de dévier l'itinéraire officiel de la manifestation. Ils ont été stoppés par un barrage de dizaines de policiers sur lesquels ils ont lancé des projectiles. La police a répliqué en faisant usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. En fin de journée, la police confirme l'arrestation de 29 manifestants et 12 blessés.
Les arrestations pourraient porter sur des figures de l'opposition ghanéenne qui étaient nombreuses à prendre part aux manifestations. Ces dernières battent régulièrement le macadam pour exprimer leur courroux face à la flambée des prix dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui a traversé des périodes difficiles. Ce à la faveur notamment de la pandémie du coronavirus à laquelle sont venus s'ajouter les effets de l'invasion russe en Ukraine. Depuis plusieurs mois, de nombreux Ghanéens manifestent contre la hausse croissante des prix alimentaires et des carburants, mettant sous pression le président Nana Akufo-Addo. Hors des frontières africaines à présent, nous sommes en France où la dette publique a atteint en valeur absolue 1,8 milliard d'euros selon l'Institut national de statistique et des études économiques. Niveau d'endettement à déplorer, sachant qu'il n'a pas été enregistré un pareil depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous dites-vous, Nguéli, dans cet élément. 212,2% du produit intérieur brut à la fin décembre 2021 à 114,5% au premier trimestre 2022, la dette publique française a littéralement explosé. Selon les chiffres détaillés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'endettement public français s'est massivement accru depuis la crise sanitaire avant de s'aggraver de 88,8 milliards d'euros au premier trimestre de l'année 2022, atteignant la valeur absolue de 2901,8 milliards d'euros. Des chiffres alarmants qui tirent la sonnette d'alarme, car le pays d'Emmanuel Macron court tout droit vers une récession économique. Là, notre épargne également est en danger. C'est vrai que les marchés boursiers parfois remontent un petit peu de façon excessive. La Banque Centrale Européenne continue sa planche à billets pour justement limiter l'augmentation des taux d'intérêt, mais on ne peut pas lutter, on ne peut pas éviter l'inévitable. Et l'inévitable, il est là, c'est que nous avons aujourd'hui effectivement une dette qui explose et un danger sur l'activité et donc sur les marchés financiers et notre épargne. L'augmentation constatée sur le trimestre est principalement due à la dette de l'État français et des administrations de sécurité sociale, précisent les statisticiens. Même si la dette des administrations locales stagne et celle des organismes divers d'administration centrale baisse légèrement, il est impératif d'agir dans l'urgence. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est en cela que, bien entendu, aujourd'hui, nous sommes en danger. La crédibilité de l'État français, de la puissance publique française est en danger. Alors, bien sûr, on me dit, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est le fait de lever l'impôt. Mais là aussi, comme nous sommes numéro 1 des impôts, jusqu'où va-t-on aller? Une fois que la corde se casse, évidemment, c'est particulièrement difficile. Une situation sans pareille, car en dehors de la France, c'est pratiquement toute l'Europe qui est touchée, avec un palier d'endettement record se rapprochant des 3 000 milliards d'euros de dette. Un nouvel élément fait basculer la suspension de la sprinteuse nigériane Blessing Akagbare de 10 à 11 ans. Une situation qui prive la Nigériane du mondial de Eugène du 15 au 24 juillet. Une annonce bien sûr faite par l'unité de l'intégration de l'athlétisme. Revenons sur les faits avec vous, Foto. Le dossier de Blessing Akagbare s'alourdit de nouveau. La vice-championne olympique du saut en longueur en 2008 est parmi les outsiders de 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier, avait été suspendue provisoirement et exclue des Jeux olympiques juste avant les demi-finales de la ligne droite le 31 juin 2021 pour dopage à l'hormone de croissance à la suite d'un contrôle réalisé hors compétition le 19 juin 2022. En octobre 2021, l'athlète de 33 ans avait fait l'objet d'une nouvelle interpellation pour un contrôle positif à l'EPO avant d'être suspendu 10 ans en février pour multiples usages de produits prohibés, mais aussi pour son refus de coopérer avec l'enquête. Il lui est reproché cette fois d'avoir esquivé un contrôle antidopage le 13 juin 2021 en Floride, 6 jours avant sa contribution à qualifier son relais du 400 mètres pour les mondiaux de 2022. Tous ces résultats sont à partir du 13 juin 2021 invalidés, y compris donc celui du 400 mètres, a annoncé l'unité d'intégrité de l'athlétisme par communiqué. Cette suspension met un terme à la carrière de la vice-championne olympique du monde de la longueur en 2008 et 2013,
et médaillée de bronze des mondiaux 2013 sur 200 mètres. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir regardé. Restez sur For You Télévision. L'information se poursuit. Bonne soirée.